Alors, donc correction de l'activité, enfin de la mise en application numéro 1 de l'activité 2 consistant à déterminer si la liaison est polarisée, non polarisée ou au contraire ionique. Donc, je vous explique donc le premier exemple qui était la liaison OH. Alors, une petite chose que je n'ai pas précisée, mais que je vous ai indiqué dans l'énoncé de l'exercice, c'est que quand vous calculez la différence d'électronégativité, il faut que cette différence d'électronégativité soit positive, c'est-à-dire qu'il faudra toujours faire la différence entre l'atome le plus électronégatif moins l'électronégativité de l'atome le moins électronégatif. Donc ici, si je regarde l'oxygène et l'hydrogène, c'est l'oxygène qui a une électronégativité de 3,5 qui est donc plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Donc je calcule donc la différence d'électronégativité entre le O et le H. Donc ici je trouve 1,3. Je le compare en fait à 0,4. Je trouve qu'il est compris entre 0,4 et 2. Autrement dit, j'ai une liaison polarisée. Donc comme l'atome oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, il va attirer à lui davantage la liaison et du coup il va porter une charge partielle négative qu'on va noter moins delta, tandis que l'hydrogène lui portera une légère charge positive qu'on notera plus delta. Donc si on représente la liaison, donc on représente par une petite flèche que la liaison est plus proche, est attirée en fait davantage par l'oxygène que par l'hydrogène, et on indique d'autre part que l'oxygène porte une charge négative et que l'hydrogène porte une charge positive. Donc on peut modéliser cette liaison par un dipôle électrique caractérisé par un moment dipolaire, sachant que ce moment dipolaire est dirigé de la charge moins vers la charge plus. Maintenant, donc, deuxième exemple, la liaison, enfin la double liaison CO. Donc, même chose, même démarche. Je calcule la différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène. Donc, si je regarde, c'est l'oxygène qui est le plus électronégatif, puisqu'il a une électronégativité de 3,5 contre 2,5 pour le carbone. Donc, du coup, si je calcule la différence d'électronégativité, je trouve qu'elle est égale à 1. Autrement dit, la différence d'électronégativité, comme elle est comprise entre 0,4 et 2, j'en déduis que la double liaison CO est une liaison polarisée. Comme l'atome le plus électronégatif, c'est l'atome d'oxygène, c'est lui qui va davantage attirer le nuage électronique et c'est lui qui va porter une charge partielle négative, tandis que le carbone va porter une charge partielle positive. Donc là, ma petite flèche indique bien que ma liaison, mon nuage électronique, se déplace davantage vers l'oxygène. Donc pareil, cette liaison peut être modélisée par un dipôle électrique qui s'a dirigé de la charge moins vers la charge plus. Troisième exemple, la liaison CH. Donc le carbone a une électronégativité de 2,5 et l'hydrogène de 2,2. Donc si on calcule la différence d'électronégativité entre les deux, en commençant par l'atome le plus électronégatif, je m'aperçois que la différence d'électronégativité est de 0,3, autrement dit plus petite que 0,4. Donc là, j'en déduis que ma liaison va être non polarisée. Donc je n'ai pas besoin de représenter de charge plus et de charge moins, puisque la liaison est équitablement répartie entre les deux atomes. Et cette liaison ne va pas être assimilable à un dipôle électrique. Quatrième exemple, la liaison NH. Donc là, le N porte une électronégativité de 3 et le H de 2,2. Donc si je fais la différence entre les deux, je trouve une différence d'électronégativité de 0,8 qui est compris entre 0,4 et 2. Donc là, j'ai à nouveau une liaison polarisée. Comme l'atome N est le plus électronégatif, c'est lui qui va porter une charge partielle négative, donc de moins delta. Et ma liaison va être davantage attirée vers le N. Donc pareil, si je représente mon dipôle, mon dipôle électrique, il est caractérisé par un moment dipolaire qui est dirigé de N chargé négativement vers le H chargé positivement. Exemple suivant, la liaison OF. Donc le O a une électronégativité de 3,5, le F de 4. Donc je trouve une différence d'électronégativité de 0,5, donc qui est légèrement plus grand que 0,4, donc elle est légèrement polarisée. Donc comme le fluor est plus électronégatif que l'oxygène, le fluor va porter une charge négative de moins delta et ma liaison est plus proche du fluor que de l'oxygène. Autrement dit, si je le représente par un dipôle électrique, son moment dipolaire est dirigé de F vers O. Maintenant la liaison pH. Alors
P, le phosphore, a une électronégativité de 2,2, H de 2,2 aussi. Donc si on calcule la différence d'électronégativité, on trouve qu'elle vaut 0. Autrement dit, la liaison est non polarisée. Maintenant, la liaison OMG. Donc l'oxygène a une électronégativité de 3,5, Mg de 1,3. Donc si je calcule la différence d'électronégativité, je trouve qu'elle est supérieure à 2. Autrement dit, je suis dans le cas d'une liaison ionique. Donc en fait, l'oxygène et le Mg ne vont pas être liés par une liaison covalente, donc il ne va pas y avoir de mise en commun d'électrons. En fait, il va s'agir de deux ions, O2- et Mg2+, qui restent proches l'un de l'autre suite à des interactions électrostatiques attractives. Donc je peux représenter éventuellement une interaction par un dipôle, ici P dirigé de O2- vers Mg2+. Liaison suivante CCl. Donc Cl a une électronégativité de 3,2, C de 2,5. Donc j'ai une différence d'électronégativité de 0,7 qui est compris entre 0,4 et 2. Donc là j'ai à nouveau une liaison polarisée. Mon chlore étant plus électronégatif que le carbone, il va porter une charge partielle négative. Donc là, j'ai une liaison qui est davantage, le nuage électronique qui est plus proche du chlore que du carbone. Et cette liaison peut être modélisée par un dipôle électrique dont le moment dipolaire est orienté de Cl vers le carbone. Maintenant, si je regarde la double liaison CS, le carbone, donc, il a une électronégativité de 2,5, S de 2,6. Donc si je calcule la différence d'électronégativité en commençant par le soufre qui a la plus grande électronégativité, je trouve qu'elle est égale à 0,1, plus petit que 0,4. Donc là, j'ai une liaison qui est non polarisée. Ensuite, vous aviez à chercher la liaison carbone-Na. Donc le sodium, il a une électronégativité de 0,9. Le carbone de 2,5. Donc si vous faites la différence, ça fait une différence d'électronégativité de 1,6, compris entre 0,4 et 2. Donc vous avez une liaison polarisée. Donc là, cette fois-ci, l'élément qui est le plus électronégatif, c'est le carbone, qui porte de ce fait une charge partielle négative. Contrairement au cas précédent, il avait tendance plutôt à porter une charge partielle positive. Là, il porte une charge partielle négative et le nuage électronique se déplace davantage vers le carbone. Cette liaison peut être à nouveau modélisée par un moment dipolaire qui est dirigé du carbone qui porte la charge moins vers Na. Donc là, vous corrigerez juste, j'ai mis N au lieu de carbone. Ensuite, maintenant, la liaison carbone-carbone. Donc là, on engage finalement deux atomes identiques. Donc nécessairement, la différence d'électronégativité sera nulle. Donc nécessairement, la liaison sera non polarisée. Pour la liaison NMG, cette fois-ci, donc vous avez l'atome d'azote qui a une électronégativité de 3, Mg de 1,3. Donc si vous faites la différence entre les deux, vous avez donc une liaison qui est polarisée puisque la différence d'électronégativité est comprise entre 0,4 et 2. Donc là, comme c'est l'azote N qui est le plus électronégatif, c'est lui qui va porter la charge moins delta. Et la liaison, le nuage électronique, va être davantage proche de l'azote. Et on peut modéliser cette liaison NMG par un dipôle électrique de moment dipolaire dirigé de l'azote vers Mg. Maintenant, dernière liaison, la liaison NaMg. Donc Na a une électronégativité de 0,9, Mg de 1,3. Donc là, si je fais le calcul, j'obtiens une différence d'électronégativité de 0,4. Donc je peux considérer finalement que cette liaison est non polarisée. Donc elle ne va pas porter, les atomes ne vont pas porter particulièrement de charges partielles, positives et négatives. Donc voilà, la prochaine séance, nous combinerons en fait les deux notions vues aujourd'hui, c'est-à-dire d'identifier les liaisons polarisées au sein d'une molécule et d'autre part la prévision de la géométrie de la molécule grâce à la représentation de Lewis. Et en analysant donc ces deux parties, nous allons pouvoir
différencier des molécules polaires des molécules apolaires. Parce que le fait d'avoir des liaisons polarisées ne suffit pas pour avoir une molécule polaire. Il va falloir aussi que cette molécule ait une géométrie bien particulière. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de le poser via Pronote, j'y répondrai dès que possible.